Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Aujourd'hui, Penser le présent reçoit Pascal Rousseau, à mes côtés, et un petit peu au bout, et son invité d'honneur, Joris Lacoste, pour la publication de Hypnose, que je vous montre à l'écran, Art et hypnotisme de Mesmer à nos jours. Pascal Rousseau est professeur aux Beaux-Arts de Paris et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a été commissaire de plusieurs très importantes expositions qui explorent les liens entre art, science et culture. Joris Lacoste est écrivain et metteur en scène. On peut dire qu'il met les formats en tension, il met à l'épreuve l'élasticité des arts, de la scène et engage des processus, installation, jeu, hypnose, chorale, qui déplacent le spectacle vivant au-delà de ses frontières. Il a été, entre autres activités, co-directeur des laboratoires d'Aubervilliers et depuis 2004, donc c'est pas nouveau, il s'intéresse au possible usage artistique de l'hypnose au sein d'une activité qu'il a baptisée hypnographie. Il a produit dans ce cadre plusieurs pièces, certaines en galerie à JB Agency. Il est directeur artistique de l'encyclopédie de la parole, dont une rétrospective est programmée dans le cadre du festival d'automne. Alors, il ne se passe pas une semaine sans que l'on entende parler ou qu'on lise un article sur l'hypnose. Il suffit de se rendre sur le net pour en consulter les nombreuses occurrences. Il semble aujourd'hui que la méthode revienne en pleine lumière après une période d'obscurité et que son usage principal soit désormais un usage thérapeutique. Vous avez, Pascal Rousseau, en tant que professeur d'histoire de l'art, souhaité faire des recherches depuis de nombreuses années sur les usages artistiques de cette invention. Dans votre essai « Hypnose, art et hypnotisme », je le remonte, de Mesmer à nos jours, paru aux éditions des Beaux-Arts de Paris, et à l'occasion de la très belle exposition dont vous êtes aussi le commissaire au Musée d'Art de Nantes, vous faites l'histoire de son engouement et vous répertoriez et analysez les nombreux échanges que cette technique entretient avec les artistes depuis sa création. Cet intérêt que vous manifestez pour l'hypnose n'est pas nouveau. Vous l'aviez déjà étudié et mis en scène en 2007 avec l'exposition Sous influence, résurgence de l'hypnose dans l'art contemporain au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Et encore auparavant, en 2003, au Musée d'Orsay, parmi d'autres influences, cette fois-ci, dans l'exposition Aux origines de l'abstraction, 1800-1914. Par ailleurs, une autre faculté extrasensorielle, on peut la qualifier comme ça, la télépathie, avait fait l'objet d'une exposition et une publication en 2016 au Centre Pompidou-Metz. L'exposition se nommait « Causa Mentale, art et télépathie au XXe siècle » et elle avait fait aussi l'objet d'une très belle publication. Alors, je vais commencer par Pascal Rousseau. Je voudrais lui demander, pouvez-vous nous relater l'histoire de cette technique, cette méthode de suggestion? Et je crois par ailleurs savoir qu'elle s'intitulait autrement, avant qu'on la qualifie d'hypnose. Oui, je pense que le terme de technique est important, puisque ce n'est ni une science d'ailleurs, ni bien évidemment une croyance. On me pose souvent la question, mais croyez-vous en l'hypnose? Le terme de croyance, je crois que n'est pas très adapté. En fait, il s'agit vraiment d'une technique, et en cela, elle est bien aussi la fille du 19e siècle. Et c'est une technique parmi d'autres qui m'intéresse parce que, vous allez le voir, elle a un lien, me semble-t-il, avec la question même des médias de l'art. D'où l'intérêt à relier, bien évidemment, hypnose et art, chose qui n'est pas complètement faite, sauf dans le champ de la littérature et dans le champ aussi des études cinématographiques où là, effectivement, les choses avaient été bien avancées. Il se trouve que le dispositif du cinéma et de la salle de cinéma est en soi un dispositif d'hypnotisation et de nombreux historiens, pas des moindres, bien sûr, Raymond Bellour, Stéphane Andréopoulos, Mireille Berton sont revenus sur cette approche hypnotique du cinéma et du film en général. C'est un prisme, mais c'est un prisme qui évidemment était restreint quand même à certains types d'art. Ce que je souhaitais faire et dans cette exposition et dans cet ouvrage, c'était de l'élargir justement à une culture visuelle plus importante sur le temps de la modernité, c'est-à-dire le temps depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Et il se trouve que sur cette période, effectivement, cette technique, puisqu'elle va devenir de plus en plus technique, change de nom. Alors ce sont diverses appellations, bien évidemment. Elle commence avec Mesmer, Anton Mesmer, un médecin viennois qui s'installe à Paris et qui fait fureur
avec le magnétisme animal. Et de magnétisme animal, le Baquet, l'idée qu'un fluide circule et que tous les maux de la psyché et du corps sont liés à un déséquilibre, en quelque sorte, de circulation de ce fluide. Il suffirait, en quelque sorte, de trouver le bon moyen. Et la technique qui sera ce moyen-là, le Baquet, par exemple, qui arrive évidemment comme un instrument de circulation et de fluidification, en quelque sorte, de la circulation de ce fluide. Donc, Mesmer, le magnétisme animal, très très vite est condamné par la médecine officielle. Et on parlait tout à l'heure de jour et de nuit, d'occultation, de l'hypnose. Eh bien, j'ai envie de dire que l'hypnose, c'est comme un diorama. Il y a du jour, il y a effectivement après des mises en obscurité. Et ce qui m'intéresse, c'était de voir en quoi est-ce que justement l'intérêt que la culture, qu'elle soit savante ou populaire, la culture en général, a porté à cette technique et à tous les imaginaires culturels qu'elle pouvait drainer. Donc, pour faire très très vite, tout cela s'est d'abord appelé donc magnétisme animal. Nous sommes dans les années 1780 avec l'arrivée de Mesmer. Condamnation très très vite de la faculté de médecine pour cette technique que l'on considérait comme en fait une technique placebo. En fait, tout cela se passe, c'est une médecine de l'imagination, le fluide n'existe pas. Et sur cette condamnation va naître, ce qui moi m'intéresse beaucoup, une autre terminologie, très très vite, dès le début du 19e siècle, avec un disciple important de Mesmer, donc le marquis de Puységur, qui parle non plus de magnétisme animal, puisque le fluide n'existant pas, et en tout cas, n'existant plus, va parler de somnambulisme. Somnambulisme artificiel pour l'opposer à somnambulisme naturel. Et de là va naître tout un intérêt, bien évidemment, pour ce qui nous intéresse aussi dans cette relation art et hypnose, l'intérêt pour les états modifiés de conscience. Ça, c'est un 19e siècle qui essaie de réfléchir dans la psychologie expérimentale sur la pluralité du sujet. Le sujet n'est pas unifié, il y a plusieurs sujets dans le même. Le dédoublement de la personnalité est possible, mais aussi un étagement entre la conscience. Alors on n'appelle pas forcément cela au début du 19e siècle l'inconscient, on l'appellera plutôt le subconscient, mais manifestement des étagements. Et dans ces étagements, on va s'apercevoir qu'il y a des possibilités de trouver des ressources particulières, des ressources inventives, des ressources créatives. Donc le somnambulisme, en fait, de technique médicale, va très très vite en fait intéresser les artistes, et pas les moindres évidemment au 1er 19e siècle, puisque le romantisme va s'engouffrer dans cette brèche. Le somnambulisme artificiel va lui-même en fait s'épuiser de sa propre et devenir ce que l'on connaît aujourd'hui comme l'hypnose. Le moment qui est retenu en général, c'est plutôt le milieu du 19e siècle, c'est 1840, avec un personnage important qui justement va contribuer à essayer de rendre sa légitimité scientifique à l'hypnose. Il s'appelle James Braid et donc va parler effectivement d'hypnotisme. Même si le mot, et j'en parle effectivement dans l'ouvrage, le mot lui-même, contrairement à ce que l'on dit souvent, n'est pas apparu avec James Braid en 1843, mais est apparu bien avant, et en France, on peut s'en réjouir, avec Hénin de Cuvillers dès 1820. Donc c'est-à-dire que dès le moment justement de l'éclosion de l'intérêt pour cet état modifié entre la veille et le sommeil, que les romantiques évidemment vont explorer de manière très vivante, ça c'est clair. Dès le somnambulisme artificiel apparaît le mot. Un mot qui va dans ces techniques évoluer. James Braid en fait impose une première technique de base qui est celle de la fixation d'un point lumineux. En gros, l'hypnose, la technique est très simple, c'est une technique de focalisation. L'induction hypnotique, qui est le premier moment, il faut se concentrer son attention. Et l'une des techniques de base, celle développée par James Braid, était celle de fixer un point lumineux. Autant dire d'ailleurs que le cinématographe, ce n'est que cela, bien évidemment. On est installé dans un fauteuil, confortablement, on regarde un écran qui crépite et nous sommes déjà face à un dispositif d'hypnotisation. Donc les techniques vont évoluer, elles vont reprendre corps dans la psychiatrie de la fin du 19e siècle avec Charcot, bien évidemment, qui sera... On va revenir, voilà. Et puis jusqu'à aujourd'hui, et l'on verra, mais on aura l'occasion d'en reparler, tout cela va évidemment évoluer au sein même du milieu médical. L'hypnose va être à nouveau dévalué, ça c'est très clair. Charcot aura son moment de gloire à la fin du 19e siècle, mais va aussi décliner, et décliner notamment par justement l'arrivée de la psychanalyse. Freud
on y reviendra probablement aussi, s'est beaucoup intéressé à l'hypnose dans un premier temps, mais ensuite a affirmé qu'il avait construit la psychanalyse sur le refus du protocole de l'hypnose. Donc il y a ce moment-là, à la fin du 19e siècle, où le terme disparaît du champ, j'ai envie de dire, de la légitimité scientifique, mais en revanche, et ce qui m'intéresse vivement, c'est qu'il va tout de suite basculer du côté des pratiques visuelles et artistiques, dans le café-concert, dans le cinéma des premiers temps. On va y revenir aussi. Voilà. Et justement, Pascal Rousseau, comment est née cette... Parce que vous êtes historien de l'art, a priori rien ne vous destine à travailler sur sur l'occultisme, sur l'hypnose, sur le spiritisme, et c'est votre travail sur Delaunay qui vous a guidé à cette première exposition, cette grande exposition en 2007 au Musée d'Art de Lausanne. C'est juste avant celle de Lille d'ailleurs, qui s'appelle Hypnose, je crois. Vous avez traité déjà le sujet. Donc, comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à ce sujet ? Alors j'aurais pu m'y intéresser avec Robert Delaunay qui, dans son œuvre, qui est une œuvre essentielle à l'histoire de l'art, qui s'appelle Le Disque, propose un dispositif hypnotique, mais c'est pas du tout un vocabulaire auquel est familier Robert Delaunay et avec lequel il jouait beaucoup. Non, c'est plus tardif et en fait l'intérêt pour ces questions est plutôt arrivé avec l'exposition sur les origines de l'abstraction, à Orsay, qui suivait mon intérêt pour justement une approche plus monographique de cette question des débuts de la peinture non figurative avec Robert Delaunay. Robert Delaunay, c'était en 99 au Centre Pompidou. 2003, donc les origines de l'abstraction. Et les origines de l'abstraction, la proposition donc en collaboration avec Serge Lemoine, qui était le président du musée d'Orsay, consistait à essayer de se recentrer en fait, puisque nous étions au musée d'Orsay, c'est-à-dire le musée du 19e siècle, non pas sur les développements au cours du XXe siècle de l'abstraction, mais plutôt sur ses prémices, ses prodromes. Et l'idée était de montrer en quoi est-ce que l'abstraction n'était pas tombée du ciel, évidemment, avec un Kandinsky qui rentre chez lui et voit un tableau inversé, mais au contraire, avait toute une histoire plus longue. Et dans cette histoire plus longue, il y avait plusieurs possibilités de l'approcher. Je l'ai, dans le cadre de l'exposition pour le musée d'Orsay, approché plutôt à travers toute l'influence des théories de la perception, l'optique des couleurs, l'optique des sons et autres. Donc très rivé sur la question de la physiologie, de la perception, mais il y avait tout un autre champ pour comprendre les débuts de l'abstraction, qui était celui beaucoup plus panpsychique, mentaliste de ces formes. Et ce qui m'intéressait, c'est que j'ai découvert aussi à ce moment-là que réfléchir sur la modernité en art, c'était pas simplement réfléchir sur l'évolution des formes, des styles, éventuellement même l'évolution des représentations, mais c'était réfléchir aussi à quelque chose qui travaillait de l'intérieur de la modernité, c'est-à-dire en fait la relation, la communication, l'efficace de l'art. En fait, en quoi est-ce que l'œuvre transforme, parce que l'utopie de l'art, c'est bien cela, et les avant-gardes sont obsédés par cette question, comment l'abstraction, en fait, a vocation aussi à transformer le spectateur, à le propulser vers un devenir meilleur d'ailleurs. Et c'est cette idée de l'art comme relation qui m'a engagé à réfléchir à d'autres formes de pensée de l'art qui étaient effectivement des formes plus psychiques, d'où mon intérêt pour la télépathie avec le projet donc, du Centre Pompidou-Metz en 2015, qui était une manière un peu interlope d'interroger une histoire longue des relations entre l'art et la télépathie de la fin du 19e siècle à aujourd'hui, qui était une autre manière de réfléchir à la dématérialisation de l'œuvre d'art au XXe siècle. Et puis le second volet, celui d'aujourd'hui, d'actuellement, et donc avec, j'espère, bientôt la réouverture de l'exposition à Nantes, sur l'interrogation art et hypnose, parce que réfléchir à la relation entre l'art et l'hypnose, c'est réfléchir à des dispositifs d'hypnotisation, c'est réfléchir à des conditionnements, non seulement du spectateur, mais aussi du créateur, pour optimiser en quelque sorte justement le travail de l'art, ce que j'appelle l'efficace de l'art, hein, et je pense que là, il y avait matière. Et vous, Joris Lacoste, je reviens vers vous parce que, je l'ai dit, moi je vous ai connu en tant qu'auteur, hein, j'ai vu votre premier tapuscrit qui était paru à Théâtre Ouvert, je crois, hein, c'était au milieu des années 90, et puis vous avez commencé à expérimenter différentes formes. Et pourquoi en 2004 avez-vous commencé à manifester comme ça un intérêt pour l'hypnose? Qu'est-ce que ça signifiait pour vous? Ça vient d'abord d'un intérêt pour l'oralité, et pour les formes de la parole, qui s'est ensuite traduit dans ce projet Encyclopédie de la parole, qui est le projet sur lequel je suis le plus impliqué actuellement. Et c'est un projet dans lequel on collectionne des enregistrements de paroles de toutes sortes. Et on essaie de les mettre en relation du point de vue de leur forme.
ou du point de vue de phénomènes particuliers qui peuvent être la mélodie, la saturation, le pli, toutes sortes d'aspects formels de la parole. Et dans le cadre de ce projet, j'avais, on collectionne ça peut être de la poésie sonore, des discours politiques, des messages de répondeurs, des cours de gym, toutes sortes de choses qu'on peut trouver aujourd'hui. Des publicités, je me souviens. Des publicités, des youtubeurs, tout ce que vous voulez. Et j'étais tombé donc assez tôt, vers 2003-2004, sur toute une série à l'époque c'était des cassettes ou des CD d'hypnose ou d'auto-hypnose, donc c'était des productions américaines le plus souvent, et qui proposaient d'arrêter de fumer ou d'accroître son charisme ou de devenir moins paresseux au moyen de l'hypnose et de l'auto-hypnose. Et j'avais été assez fasciné par les formes que prenaient ces discours. Donc au départ, c'était vraiment mon intérêt pour l'hypnose, c'était vraiment purement extérieur, et c'était pas un intérêt visuel comme par celui de Pascal. Moi, je suis arrivé plutôt du point de vue du son, du point de vue de la parole. Il y avait aussi la forme de la parole, mais il y avait aussi la forme de la musique. Ça faisait souvent appel à des musiques très minimales et très répétitives, telles qu'on peut très bien les imaginer, et des formes d'écriture et de diction, de prosodie même, qui me rappelaient des auteurs, soit des compositeurs comme Robert Ashley, soit des poètes contemporains comme Christophe Tarkos, qui a beaucoup travaillé sur aussi la variation, la répétition, ou plus anciennement Gertrude Stein. Donc toutes sortes de personnages de l'avant-garde qui avaient cette pratique, disons, à la fois d'un certain minimalisme, de la répétition, de la variation. Et je trouvais ça, ce qui était fascinant dans l'hypnose, c'est que ces formes-là étaient pour moi hautement esthétiques ou esthétisées, mais elles n'avaient pas elles n'avaient pas de conscience. C'était comme si elles n'avaient pas de conscience artistique. Enfin, elles visaient vraiment en efficace, comme dit Pascal. Elles cherchaient à produire, et c'était clairement dit, ça devait produire des effets. On devait, au terme de l'écoute, arrêter de fumer ou avoir gagné en charisme ou perdu du poids. Et pourtant, si on les écoutait d'un point de vue musical ou d'un point de vue poétique, elles produisaient aussi des effets que je trouvais des effets esthétiques très intéressants. Et donc j'ai commencé à en collectionner plein. Et puis petit à petit, je me suis mis à m'intéresser à l'hypnose en tant que telle. Alors à force de les écouter, disons que j'ai commencé à sentir des effets que ça pouvait produire, certains de façon plus spectaculaire que d'autres. Et donc j'ai commencé aussi à lire beaucoup de choses sur l'hypnose et sur l'histoire de l'hypnose. Et j'ai commencé à m'intéresser non seulement aux aspects formels de ce discours hypnotique, mais également au phénomène lui-même et aux états modifiés de conscience que ça peut produire. Et là, un peu comme l'a expliqué Pascal, c'est vraiment la question de la relation qui m'a intéressé. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que la relation entre la parole produite et l'auditeur ou le spectateur pouvait être investie d'une façon très particulière grâce à l'hypnose, de façon à créer un état, de créer une sorte la relation pouvait être investie de façon différente, de façon modifiée. Pas seulement, en général, c'est pour des raisons thérapeutiques, et encore aujourd'hui, qui sont souvent très efficaces. Et je me suis demandé si on pouvait l'investir de façon aussi artistique. Et comment on pourrait produire des formes de narration, par exemple, dans cet état-là, qui modifierait la manière dont on perçoit
Et Joris, vous étiez vous-même le metteur en scène. Je me souviens plus que quand j'ai assisté à un spectacle, mais c'était il y a fort longtemps. C'est vous qui nous dirigiez ou si quelqu'un qui... J'étais en tant que... J'étais censé être hypnotisé. Hein, on était là allongé dans la salle du théâtre. Mais est-ce que c'est vous qui dirigiez ou si quelqu'un d'autre qui non, il y avait un acteur. Là, vous parlez d'un spectacle que j'ai produit en 2011 qui s'appelle Le Vrai Spectacle. Oui, c'est... je me souviens plus si c'était vous ou si c'était... Non, c'est un acteur, Rodolphe Ronget, qui était sur scène. Et ça, c'est un peu la dernière étape de tout un processus qui avait commencé... cette étape-ci que j'ai vue. Ouais, qui avait commencé bien plus tôt. Au départ, ce que j'ai commencé à faire, moi, c'est me former à l'hypnose. Pour essayer, pour en maîtriser les techniques de base. Et donc c'est des techniques qui reposent beaucoup, c'est des techniques rhétoriques en fait. Il y a des traités très sérieux et très détaillés et qui permettent d'apprendre et de maîtriser ces techniques. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des expériences d'abord avec des amis. Donc il y a toujours cette étape de l'induction, donc où on met la personne en état d'hypnose. Et ensuite, normalement, dans l'hypnose ericksonienne, il y a la phase, disons, de thérapie, où on essaie de traiter le problème pour lequel la personne est venue consulter. Et donc moi, je remplaçais cette phase qui normalement est dévolue à la thérapie, je la remplaçais par un récit à la deuxième personne que je racontais à la personne hypnotisée. Donc c'était une forme de rêve, en fait. En fait, c'est ce qui m'a intéressé, c'était assez vite, je me suis rendu compte que l'hypnose avait cette possibilité de produire ou d'induire une sorte de rêve que l'on pouvait guider dans une certaine mesure, ce que j'appelle les rêves préparés. Et c'était vraiment cette manière de susciter l'imagination d'un spectateur par des moyens très particuliers et très puissants, très efficaces. Parce qu'assez vite, donc dès les premières expériences que j'ai faites avec certains de mes amis en 2004-2005, je me suis rendu compte que les récits que je racontais sous hypnose étaient vécus par la personne de façon souvent extrêmement réelle, extrêmement vivace. C'est-à-dire par rapport à une histoire qui est racontée à un état normal, quand on est en état d'hypnose, quand on décrit une situation, par exemple si je vous dis que vous êtes dans un aéroport, ou un parc des expositions. Voilà, ou un parc. Vous n'allez pas voir l'idée abstraite d'un aéroport ou d'un parc, mais vous allez vous retrouver projeté. Alors c'était avant le film Inception, mais c'est un peu dans la même idée. C'est-à-dire que vous êtes soudain projeté dans une réalité très particulière où ça va être cet aéroport-là précisément avec ces personnes-là que vous pouvez décrire, qui sont à côté de vous ou en face de vous, cette musique qui passe à la radio, ce type de lumière, ces boutiques à droite ou à gauche. Donc il y a quelque chose comme ça qui est très très précis, qui est vraiment d'une précision quasi hallucinatoire. À la fois visuellement, mais aussi d'un point de vue sonore, d'un point de vue aussi tactile, parce qu'on peut aussi susciter des hallucinations tactiles. Et donc je me suis dit, d'un point de vue de la narration, pour quelqu'un qui s'intéresse au langage et au pouvoir poétique ou littéraire du langage, c'est quelque chose qui me semble très intéressant à explorer. Donc ça revient encore à cette histoire d'efficace, comment l'hypnose produit une sensibilité particulière chez l'hypnotisé qui permet de produire des effets artistiques d'une autre nature, sans commune mesure avec les effets que l'on peut produire en état normal. Justement, Pascal Rousseau, là, sur les formes produites, là. Oui. Dites-moi. Moi, ce qui m'intéresse là, pour revenir justement sur, puisque nous sommes dans le temps présent, l'hypnose, outre le fait bien sûr qu'elle revient en force dans le champ thérapeutique, ça c'est très très clair, hein. Elle a été bannie mais elle revient en force, ne serait-ce que dans les facultés de médecine, bien évidemment pour diverses raisons, des raisons très techniques qui sont celles des petites techniques d'analgésie, bien évidemment pour un dentiste par exemple, mais aussi pour les psychothérapeutes. Donc il y a un retour d'intérêt, ça c'est très très clair, et de reconnaissance d'ailleurs de l'hypnose dans le champ de la psychologie expérimentale.
Mais ce qui m'intéresse aussi, et je crois que là, ce que vient de dire à l'instant Joris, je crois nous met directement face à cela, c'est que il y a dans l'hypnose quelque chose qui est au cœur, me semble-t-il, aussi d'actualité de notre rapport aux images, à la représentation et autres. Outre le fait que les écrans, bien évidemment, dans lesquels nous vivons sont évidemment des outils d'hypnotisation permanente. J'ai envie de dire que l'hypnose est omniprésente, permanente dans notre relation, dans nos connexions et autres, bien sûr. Mais il y a aussi le fait que, c'est ce que vient d'évoquer Joris, ce paradoxe d'être à la fois extrêmement concret, dans une expérience sensible. Il y a quelque chose de body and mind dans l'hypnose. C'est-à-dire que l'hypnose nous renvoie à un corps, nous renvoie à notre place dans l'espace et autres, ça c'est très clair. Il y a quelque chose de physique et de concret, mais tout en nous propulsant aussi sur quelque chose qui est un petit peu plus de l'ordre mental, hallucinatoire, on peut le dire aussi. Tout à fait. D'où, pour ma part, ce que j'ai entendu dire de l'usage récréatif de la kétamine, par exemple, qui est une substance qui freine les choses et qui permet de créer aussi un imaginaire fort. Je crois que hypnose, kétamine sont des choses qui sont beaucoup utilisées et qui ont des liens. Et c'est ce que disait aussi Ingrid Luquet-Quat dans l'article qu'elle a fait sur le recensement de votre texte, de votre ouvrage pour les inrecuptibles. Oui, il y avait des connexions qu'elle faisait entre l'actualité de l'écran. Voilà. Tout à fait, qui est réelle et qui nous renvoie à la catégorie plus générale qu'on a déjà évoquée de l'investigation des états modifiés de conscience, de la productivité, je vais l'appeler comme ça, des états modifiés de conscience que les artistes ont recherchés dans les mêmes périodes, dès le romantisme, bien évidemment, avec le club des hachichins et autres, les psychotropes dans la période psychédélique, et aujourd'hui, justement, par toute la chimie mentale, mais l'hypnose, qui est une transe parmi d'autres, bien évidemment, la méditation n'est une autre, l'hypnose touche et est connecté bien évidemment avec cette question justement de l'exploration, sinon de l'extension, ou en tout cas de l'exploration, ça c'est du champ cognitif sensible grâce justement aux états modifiés de conscience, et les psychotropes en faisaient partie. Un des épisodes de l'affaire justement des relations entre l'art et l'hypnose, c'est l'épisode des années 60, la Dream Machine de la Beat Generation est un pied évidemment dans le dispositif optique, la machine évidemment à produire cet état second, et en général souvent accompagné, sinon accéléré par la prise des psychotropes. Je voulais vous demander, alors là c'est un retour en arrière, mais au XVIIIe siècle, au XIXe, quand l'hypnose se crée, avant que les surréalistes ou les futuristes s'en emparent, est-ce que les formes qui sont exploitées dans les images, là c'est plus lié aux arts visuels, est-ce que les formes qui sont exploitées sont une sorte de maximisation des états déjà des corps que l'on trouve en peinture et en sculpture, ou est-ce que ça permet d'inventer un nouveau répertoire de formes? Je pense qu'on est plutôt dans le nouveau répertoire des formes, ça c'est très clair, c'est-à-dire que ce 19e siècle qui invente à nouveau cet étagement de la conscience a très très vite pris conscience que en allant chercher dans justement des ressources qui sont un petit peu plus profondes dans la psyché, on va pouvoir trouver justement des éléments de libération, en fait peut-être des réflexes trop normés, appris en quelque sorte. Le marquis de Puységur qui invente le somnambulisme artificiel avec son petit sujet qui était un jeune paysan en fait, et il découvre que le petit Victor Hess sous état de transe somnambulique maîtrise parfaitement un français alors que d'ordinaire bien évidemment il maîtrise plutôt le patois, et non seulement cela mais maîtrise jusqu'à par l'endoscopie, il voit à l'intérieur de son corps la possibilité de se diagnostiquer, c'est-à-dire qu'en fait c'est lui qui devient en tant que petit paysan sous la transe somnambulique le savant, le sachant, avec un rapport d'autorité d'ailleurs qui est assez intéressant. Il y a un renversement des positions là entre le maître et en quelque sorte le petit sujet qui est passionnant. Donc très très vite on comprend qu'il y a des possibilités de ressources, et ces possibilités de ressources vont tout de suite être explorées par les artistes. Donc dans l'exposition, dans le catalogue, je m'arrête un peu plus spécifiquement sur un cas qui est absolument merveilleux et qui est extrêmement didactique, qui en dit long, si vous voulez, sur cette affaire justement de comment chercher dans cet état, on va l'appeler somnambulique dans les années 1820 ou hypnotique dans les années 1850, 60. Théophile Bras est un artiste officiel.
un sculpteur plutôt, extrêmement reconnu, on peut appeler ça un sculpteur classique, et puis dans une révélation somnambulique, une transe qui lui est permise et autorisée par sa femme, qui le magnétise en quelque sorte. Il découvre un tout autre aspect de sa production, c'est-à-dire que là, en fait, il n'est plus sculpteur, il est plutôt dessinateur, et quand il est dessinateur, il ne dessine plus un tracé classique, mais au contraire, on est déjà dans une sorte d'écriture automatique avant l'heure, de dripping, j'ai envie de dire, dont les formes, en 1820, sont d'une modernité qui, rétrospectivement, peut être lue en dialogue quasiment avec Jackson Pollock. Il y avait une exposition au musée d'art de la vie romantique, c'était ça? Tout à fait. Oui, qui avait déjà montré quelques dessins qui sont conservés à Douai, à la bibliothèque de Douai, où Théophile Bras avait déposé l'ensemble de ces dessins qu'il considérait, ce qui n'est pas inintéressant non plus, comme des dessins ne pouvant pas être regardés par les gens de son époque, mais dans le futur. Il avait cette conscience que, en fait, l'invention, la création de ce nouvel art dans cet état modifié de conscience, le propulsait dans un futur de l'art, et que ses contemporains n'auraient pas forcément les yeux pour accepter ou en tout cas lire et jouir d'ailleurs aussi de ces formes, ce qui est intéressant. Et d'ailleurs, il y a à la Salpêtrière, il va se passer des choses extraordinaires, ça va devenir une sorte de musée vivant, alors ça c'est un peu plus tard, hein, mais au 19e siècle, on dit que c'est presque un laboratoire artistique qui va faire que Freud va même dire que le docteur Charcot a la nature d'un artiste, d'autres vont écrire que la salle où Charcot conduit ses expériences est un véritable musée. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment quand même assez spécifique où l'hypnose après une période donc un peu d'obscurité, on l'a dit tout à l'heure, réapparaît en pleine lumière? Alors, ces années-là, ce sont donc, pour ce qui est de Charcot et de la Salpêtrière, donc les années 1880. Il y a eu, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, un premier moment de réhabilitation, donc les années 1850, les techniques justement de fixation et autres. Et puis donc Charcot réhabilite l'hypnose dans le champ de la psychologie et de la psychiatrie surtout. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait dans un lieu qui n'est pas du tout anodin. C'est la Salpêtrière, c'est non seulement un hôpital psychiatrique, mais un hôpital psychiatrique de femmes qui est consacré principalement au traitement de l'hystérie. Une maladie que l'on considérait comme une maladie féminine. Il se trouve que le propre Charcot va au contraire l'ouvrir aux hommes pour montrer combien l'hystérie est partagée par justement hommes et femmes. Peu importe, ce qui nous intéresse, c'est la relation très très forte qui s'établit entre un sujet particulier, l'hystérique, et l'hypnose. L'hypnose fonctionnant comme justement outil de traitement de l'hystérie. Et il se trouve que cette hystérie va produire tout un langage, en particulier un langage corporel, et là on retrouve la dramaturgie, on retrouve la chorégraphie, la danse bien évidemment. Ce sont les fameuses postures très particulières et extrêmement expressives dans lesquelles les artistes, évidemment, là, vont puiser un véritable vocabulaire visuel. D'où, bien évidemment, une contamination très importante qui passe par l'imagerie sociale, les petites caricatures, les représentations de ce qui se passe justement au sein de l'hôpital, mais qui vont être élargies, bien évidemment, à une culture visuelle beaucoup plus importante par les artistes. Quand on regarde, par exemple, toute la scène viennoise de ces années 1900, que ça soit chez Klimt, chez Kokoschka, bien évidemment, ce n'est que cela, c'est-à-dire des représentations de sujets qui sont sous hypnose et qui, sous hypnose, vont révéler effectivement une gamme d'expressivité beaucoup plus importante que dans l'état naturel. Oui, là il y a aussi des conséquences, vous le disiez, sur le spectacle vivant. Il va y avoir cette fameuse danseuse, Loïe Fuller, qui est dans votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'était cet engouement pour ce moment dansé? Alors le cas de Loïe Fuller est passionnant. Le cas de Loïe Fuller est passionnant parce que donc il s'agit d'une vraie rénovatrice de la danse. Donc c'était vraiment l'égérie de la danse Art Nouveau, on pourrait l'appeler comme ça. Elle a eu son pavillon à l'exposition universelle de 1900, donc ça a été quelque chose qui a été vraiment vu. Elle avait inventé donc ce nouveau vocabulaire de la danse papillon, la danse serpentine. Elle s'enveloppait d'un grand drapé et elle arrivait sur scène et elle avait développé, elle était américaine, de nombreux brevets justement de projections lumineuses qui venait donc s'interférer sur justement son drapé en mouvement.
Le dispositif, c'est un dispositif d'hypnotisation, c'est-à-dire qu'en fait c'est un miroir pivotant. Dans les salles, dans les laboratoires de la salpêtrière, on hypnotisait les sujets par des miroirs aux alouettes. Loïc Fuller est un miroir aux alouettes. D'ailleurs, il utilisera même des surfaces phosphorescentes pour certaines. Donc fixation d'un point lumineux sur la scène, on y est. Quand on regarde un peu plus près en fait l'histoire même de la découverte de cette danse serpentine, Loïc Fuller raconte comment elle a inventé ce dispositif particulier qui va vraiment faire florès dans toute la culture visuelle de l'époque. Elle aura beaucoup d'imitatrices. Elle raconte que cette forme de danse serpentine est apparue dans un spectacle, le Dr Quack, qui est un spectacle de magnétisme et d'hypnotisation. Et elle raconte qu'elle a en fait inventé ce dispositif de voile flottant et luminescent pour, dit-elle, représenter l'esprit du magnétiseur qui s'emparait évidemment du sujet magnétisé. Donc là, on est vraiment au cœur en fait de cette affaire, c'est-à-dire que la danse donc serpentine de Loïc Fuller est née dans l'hypnose et bien évidemment, elle s'empare de la technique de l'hypnose par justement en fait le spectacle lumineux, la fascination en fait du mouvement chromolumineux comme ça, tout y est. Tout y est. On est vraiment. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ça j'essaie de le développer justement à nouveau dans le catalogue sur, par exemple, ce moment précis du passage du siècle, et en particulier beaucoup de choses à dire sur les relations très étroites entre le style dominant de l'époque, qu'incarne d'ailleurs Loïc Fuller sur la scène, le style de l'Art Nouveau, et l'hypnose, puisque en fait Charcot n'est pas seul. Il n'y a pas que la salpêtrière, il avait un compétiteur qui a beaucoup nourri le débat, il s'appelait Bernheim, il était à Nancy, et Nancy a été le haut lieu de la diffusion, évidemment, stylistique de l'Art Nouveau. Donc on voit là les liens très étroits, que je souhaitais justement mettre un peu plus en lumière, parce qu'on ne les a pas forcément en tête, alors qu'ils sont extrêmement établis, hein, ça c'est très très clair. Et Joris Lacoste, on a dit que Loïc Fuller utilisait donc des dispositifs extrêmement précis, des techniques, là on va peut-être pouvoir voir quelques images, mais... Vous, dans mon souvenir de le spectacle, il n'y avait que de la parole. Vous aviez un comédien donc qui... Il y avait aussi de la musique. Il y avait de la musique. De la lumière. Quels outils utilisez-vous pour pratiquer quand j'ai commencé à développer les premiers dispositifs, c'était des dispositifs de face à face pour une seule personne, où c'était moi face à quelqu'un dans un fauteuil, où donc où je reprenais le dispositif qui est celui de l'hypnose thérapeutique et de l'hypnose ericksonienne. Donc un thérapeute parle à un patient qui est assis ou allongé. Donc au départ, je reprenais simplement ce dispositif, et donc le médium que j'utilisais était celui seulement de la parole. Quand j'ai ensuite décidé d'en faire un spectacle, je me suis dit qu'il fallait que j'en profite pour essayer de me servir de tous les outils, tous les moyens du théâtre, et donc j'ai inclus aussi des questions qui sont des questions d'espace, des questions de lumière et des questions de musique, parce qu'il y avait une musique originale elle était composée par Pierre-Yves Massé. D'accord. Ouais, c'est une musique électronique composée par Pierre-Yves Massé. L'idée étant, dans ce spectacle-là, de proposer une expérience au spectateur qui soit... ça s'appelait le vrai spectacle, dans l'idée que chaque spectateur pouvait se créer son propre spectacle. C'est-à-dire que le spectacle, le vrai spectacle n'était pas le spectacle réel, celui qu'on faisait nous, c'est-à-dire de Rodolphe Congé sur une scène. Mais le vrai spectacle, en fait, était celui que chaque spectateur se représentait à travers le rêve induit. Et ce qui était assez fascinant, c'est qu'on demandait dans le programme aux spectateurs de nous raconter leur expérience par mail, ensuite, nous écrire. Et j'ai reçu des dizaines de récits de spectateurs qui étaient tous très 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 différents. Et c'est ça, on n'a pas encore assez insisté là-dessus, mais dans l'hypnose, en tant que relation proposée à un spectateur, ce qui est fascinant, parce que souvent on associe l'hypnose à quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la manipulation, où on fait faire, dans l'hypnose de spectacle ou dans l'hypnose, disons, de foire, on fait faire des choses, on manipule les gens pour leur faire faire, ou pour leur induire des idées particulières. Mais en fait,
l'hypnose n'est qu'un outil qu'on peut utiliser de toutes sortes de façons, mais on peut aussi, bien évidemment, utiliser l'hypnose pour faire appel à l'imagination du spectateur, en essayant de suggérer des éléments de fiction qui vont être ensuite investis de façon extrêmement personnelle et de façon très très différente par chaque spectateur. Et c'est ça qui m'a fasciné dès le départ, quand j'ai commencé mes premières expériences, c'était que je me rendais compte qu'en racontant la même histoire, plus ou moins à différentes personnes, les expériences, les rêves produits étaient tous très différents. Et dans le spectacle, c'était encore plus évident, puisqu'on avait une centaine de personnes qui recevaient a priori la même expérience, mais qui vivaient... On les voit ici, là, sur la... Ouais, c'est une photo prise au théâtre de Gennevilliers, ouais. Où on avait, c'était avant, c'est marrant parce qu'on avait un peu anticipé la distanciation sociale des spectacles. Je me souviens parce qu'on essayait de s'allonger sur les, on avait, fauteuils. C'était un principe d'un siège sur deux pour que les gens aient la place de soient séparés déjà les uns des autres et la place de s'étaler. Donc on avait un dispositif comme ça en damier. On avait une petite couverture, je crois. On avait une petite couverture, parce qu'il y a un effet d'hypothermie souvent produit par l'hypnose. Donc c'était pour éviter que les gens aient froid. Donc ouais, c'était très intéressant de voir comment chaque... Alors après, il y avait aussi des gens qui rentraient pas du tout dans l'hypnose, et ça c'est normal. Enfin, il fallait qu'on puisse voir le spectacle de différentes façons, qu'on la voit de façon, disons, normale, éveillée, c'était possible. Il y a des gens qui ne voulaient pas faire l'expérience, ou qui n'y arrivaient pas, ou qui n'étaient pas assez détendus dans la situation sociale. Oui, ou qui préféraient faire l'analyse du spectacle, parce que en tant que... Pour décortiquer l'objet, il fallait aussi garder... On pouvait le voir plusieurs fois aussi, on pouvait le voir plusieurs fois pour le vivre selon différents aspects. Et parmi ceux qui rentraient dans l'expérience, il y avait des gens qui rentraient de façon superficielle, il y a des gens qui rentraient de façon tellement profonde qu'ils n'avaient aucun souvenir de ce qui s'était passé sur la scène réellement. Ils avaient des souvenirs très précis de leurs rêves. C'est ceux qui nous ont raconté ensuite par mail, mais ils n'avaient aucune idée, et parfois c'était très drôle des gens qui nous disaient, mais qui étaient persuadés que la scène, qu'il y avait des systèmes que la scène était penchée, enfin qu'il y avait des systèmes comme ça de poulies ou des machineries qui étaient persuadés qu'il y avait un ballon suspendu qui traversait la scène, des choses comme ça, mais qui le croyaient vraiment dur comme fer. Mais ça, je trouve c'est très intéressant dans le livre de Pascal. On voit à quel point, dès l'origine, le phénomène hypnotique est relié à des questionnements artistiques. Et ça, c'est assez frappant parce qu'on n'a pas forcément... Enfin, aujourd'hui, on pense à l'hypnose effectivement plutôt par rapport à la thérapie ou à des phénomènes vraiment spectaculaires au sens de show, de télévisé, où on voit un hypnotiseur faire des choses plus ou moins ridicules et humiliantes à des gens. Et c'est assez fascinant de voir, et même il y a plein de choses que j'ignorais avant de lire le livre, comment la question de l'état hypnotique est très tôt reliée à une question de sensibilité artistique, et selon plusieurs dimensions. Il y a la dimension qui est celle de l'artiste lui-même se met dans un état, par l'hypnose, se met dans un état où il va être capable de créer des choses qu'il ne pourrait pas créer hors de cet état. Donc ça, c'est vraiment... Et justement, ça m'interroge aussi, Pascal Rousseau. Comment le projet moderniste, qui est normalement lié à la liberté, a pu s'accorder avec un projet où, normalement, sous hypnose, on est soumis à une sorte de maître qui peut vous faire justement, des choses. C'est ça ce que je veux dire. Ça, c'est vraiment une fausse idée de l'hypnose. C'est l'idée qui est vraiment une idée qui est transmise par les hypnotiseurs de foire où il y a cette idée de manipulation, de suggestion à une volonté extérieure, alors qu'en réalité, si l'hypnose telle qu'elle est pratiquée, d'une part par la thérapie, et puis même, je pense à l'origine, si on remonte à Mesmer, au contraire, on peut vraiment voir que l'hypnose est plutôt quelque chose qui produit de la liberté, en tout cas qui peut permettre une imagination, une interprétation du sujet hypnotisé, ou de le relier en tout cas à des dimensions de son inconscient qu'il ignore lui-même, qui sont assez... Et c'est ça qui est fascinant. Si l'hypnose n'était qu'un outil, disons, de manipulation et de suggestion, il n'y aurait pas grand-chose à en faire artistiquement. Si c'est intéressant, c'est que, pour moi, l'état hypnotique, c'est vraiment
l'exemplification, c'est vraiment l'idée du regardeur qui fait le tableau, enfin en tout cas de la relation avec l'œuvre, l'idée que que le spectateur produit l'œuvre. D'accord avec ça, Pascal? C'est plutôt une idée d'une Oui, le regardeur liberté. qui fait le tableau, c'est donc évidemment Marcel Duchamp, qui est un grand hypnotiseur. Hein. Je pense qu'on pouvait faire un catalogue entier sur Duchamp hypnotiseur. Marcel Duchamp avec les rotoreliefs. La roue de bicyclette, le premier ready-made, est un dispositif d'hypnotisation. Et d'ailleurs, il le dit même explicitement, il ne parle pas d'hypnose, mais il dit « J'ai choisi en fait d'installer une roue de bicyclette sur un tabouret pour reconstituer une ambiance de feu de cheminée. » Et ça, c'est 1900 combien 1913. Marcel Duchamp est vraiment très très vite dans alors Anémique Cinéma, qui est son film expérimental, c'est un dispositif d'hypnose, c'est une spirale bien évidemment, donc tout Marcel Duchamp, j'ai envie de dire, peut être là. Et si j'évoque Marcel Duchamp, et en particulier la citation que Joris vient de relever, là, ce sont les spectateurs qui font l'œuvre, les regardeurs, on le voit bien, là en fait c'est un jeu qui est justement extrêmement moderne sur l'idée qu'à la fois il y a une volonté dans le modernisme, ça c'est clair, de survaloriser en fait la singularité de l'artiste, son génie et autres, mais il y a aussi la possibilité de pouvoir en quelque sorte le dédouaner de cette autorité, de pouvoir justement déléguer. Et le déléguer à d'autres, comme Marcel Duchamp l'a fait, en ne réalisant pas les œuvres et autres. Et donc là, cette liberté déjà, elle est présente. Deuxième élément, et ça, Joris l'évoquait aussi, c'est que ça nous permet aussi d'approcher cette relation art et histoire dans l'histoire, art et hypnose, pardon, dans l'histoire, puisque le concept et j'ai envie de dire le travail sur ce qu'est l'hypnose a aussi lui-même été travaillé de l'intérieur par justement ceux qui travaillent, les médecins qui travaillent autour de ces questions, et il est clair que le mouvement, en particulier celui qui a été orchestré au cours du XXe siècle, a été un mouvement de libération précisément de ce modèle qui était celui de l'influence et de la manipulation, celui du contrôle psychique, disons-le, un contrôle qui est celui évidemment de la manipulation qui trouvait au cours du XXe siècle évidemment de nombreux relais, c'est-à-dire que la politique a été le lieu de la fascination et de l'hypnose généralisée. Hitler, on le sait, je l'évoque d'ailleurs très brièvement dans l'ouvrage, mais Hitler a été fasciné, ça c'est clair, par l'hypnose et l'a utilisé abondamment comme un moyen de manipulation collective, ça c'est très très clair. Donc face à un héritage comme celui-ci, il était clair qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il était absolument nécessaire de débarrasser l'hypnose définitivement de cette emprise en quelque sorte, de cette face noire. Et c'est là qu'arrive Milton Erickson et de nombreux autres acteurs qui vont redéfinir l'hypnose, et en particulier en tentant de la débarrasser précisément de ses effets d'autorité. D'où l'idée qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'hypnose nouvelle ou l'hypnose douce est une hypnose, et Joris pourrait en parler, qui n'a rien à voir avec justement ce que peut faire croire encore les spectacles de foire ou dans le paysage audiovisuel, Mesmer avec 2 S, là, qui manipule tout ce qu'il veut, qu'il fait des gens ce qu'il veut. C'est pas le cas du tout, c'est tout l'inverse, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu parles de l'après-guerre, on retrouve dans les écrits théoriques de Brecht il y a tout un discours anti-hypnotique qui est c'est très étonnant de voir comment le mot hypnose revient régulièrement, mais comme vraiment une sorte de repoussoir, ce que cherche à faire Brecht, et c'est quelque chose qui a, dans l'histoire du théâtre, continue encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a vraiment cette idée de réveiller le spectateur, de le sortir d'une sorte de sommeil, de renoncer à des effets de manipulation qui seraient soit liés au théâtre, disons, psychologique ou commercial, ou soit au cinéma. Il y a vraiment l'idée que le théâtre, et peut-être l'art en général, doit produire un effet de distance, un effet. Et ça m'a beaucoup intéressé, et c'est là où je me suis posé la question de voir, puisque moi j'avais une expérience de l'hypnose qui était très différente, enfin qui n'était pas du tout liée à cette idée de la manipulation ou de la suggestion. Je me suis dit comment on pouvait à la fois reprendre cette histoire et voir comment proposer une expérience au spectateur qui soit une expérience d'émancipation, clairement, c'est-à-dire celle où le spectateur produit quelque chose, il n'est pas en train simplement de recevoir, il n'est pas juste le réceptacle, il n'y a pas cette image comme ça de l'artiste qui produit une œuvre qui va être reçue au sens déchiffré comme par le spectateur, mais il y a plutôt vraiment l'idée de quelque chose qui est entre
entre le processus artistique et le processus de réception. Et c'est ça vraiment l'œuvre, c'est vraiment la relation. Et ce que j'ai essayé de faire dans la galerie, tu évoquais l'expérience de GB Agency, c'était de proposer d'aller encore, disons, plus loin dans l'idée de la dématérialisation de l'œuvre, de faire en sorte que l'œuvre soit même pas la performance, disons, hypnotique que je proposais à des collectionneurs, mais que ça soit le rêve lui-même produit par le spectateur. C'est de voir comment ce qui était exposé, en fait, c'était ces petits synopsis qui décrivaient, un peu comme un résumé de film, qui décrivaient le scénario que je proposais aux collectionneurs de performer. Mais ce qui était vendu, en réalité, c'était le rêve lui-même. C'était littéralement le rêve que seulement ce spectateur-là c'est seulement ce spectateur qui pourrait en faire l'expérience. Mais c'était de voir comment on peut aller jusqu'à, disons, produire quelque chose où l'hypnose n'est qu'un médium, en fait, parmi d'autres. Et ça, c'est une chose dont on avait parlé, je me souviens, dès notre première rencontre avec Pascal, où je disais, je lui prophétisais que dans 20 ou dans 30 ans, peut-être, dans les écoles d'art, comme aux Beaux-Arts, il y aurait des départements d'hypnose, que l'hypnose serait enseignée comme la performance, ou la vidéo, ou la peinture, parce que on pouvait le prendre comme un médium à part entière dans lequel on peut faire énormément de choses. Il y a très peu de choses encore qui ont été... C'est un médium qui reste vraiment à explorer. Il y a aussi des détracteurs, il y a des gens qui disent que la conscience esthétique qui est produite par l'hypnose va aussi vers un régressif de l'art. On a parlé de l'obstacle qui pourrait être, du problème que pourrait être la domination, mais il peut y avoir aussi un régressif de l'art. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Quelque chose qui le mènerait davantage vers l'art brut? Est-ce que ça, c'est pas un danger? Est-ce qu'on pourrait se satisfaire de formes incoative, comme l'inconscient. Non, je pense pas, mais là, ce qui est important, c'est que c'est une possibilité, bien évidemment. Il est clair que quand Joris évoque la possibilité de pouvoir penser l'hypnose comme un média à part entière, ce en quoi tu dialogues beaucoup avec Catherine, évidemment Contour, la chorégraphe qui, ici même d'ailleurs, donc dans l'enceinte de l'école des Beaux-Arts, a développé des workshops pour familiariser les étudiants justement avec cette technique, puisque je vous rappelle que pour pouvoir soi-même développer la technique d'auto-hypnose que Joris évoquait quand il a découvert en fait ces techniques, l'auto-hypnose est permise quand on s'est d'abord familiarisé avec l'hypnose aidée par justement quelqu'un qui maîtrise quand même justement la technique aussi bien par le discours et par le conditionnement un petit peu général de l'induction hypnotique. Et la proposition de Catherine a essayé justement d'implanter en quelque sorte dans les écoles cette méthode. Ça ne veut pas dire que là nous sommes sur quelque chose de dominant. Je pense qu'on n'est pas dans cette affaire-là, hein, bien évidemment. Mais c'est une exploration supplémentaire. Je pense qu'il y a vraiment possibilité là, possibilité de pouvoir en quelque sorte, justement se familiariser. C'est aussi bête que cela. Je l'ai vu d'ailleurs dans ces workshops, c'était assez fascinant. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants, des étudiantes qui découvrent là vraiment en fait des potentiels qui en fait et curieusement pour eux n'étaient jamais en quelque sorte apparus comme naturels, même dans les postures par exemple, hein, jusque dans l'apprentissage de certaines postures. Et là, je crois qu'il y a quelque chose plutôt, au contraire, d'un lieu de ressources hein, qu'il faut prendre comme tel. Et je pense qu'il ne faut pas du tout craindre l'idée qu'on serait dans la régression. Mais c'est une question intéressante, cela dit, je trouve vraiment. C'est une question, en tout cas, moi, je me suis posé régulièrement dans l'expérience de ce médium. C'est qu'en effet, dans l'état hypnotique, dans l'état qui est celui de la réception d'une œuvre, c'est un état qui interdit d'une certaine manière une forme de distance critique. C'est-à-dire que si on accepte l'état hypnotique, si on accepte de rentrer dans l'expérience qui est proposée, on accepte aussi quelque part de renoncer à une évaluation esthétique de l'expérience. On peut la faire peut-être après, a posteriori, mais au moment où on entre dans l'état,
on est dans un rapport qui est très littéral, qui est très, très premier degré. Il n'y a aucune forme. L'hypnose nous permet assez peu d'ironie, enfin des effets d'ironie, mais qui sont très limités. Et ça, c'est assez intéressant de voir, même d'un point de vue poétique ou rhétorique, dès qu'on essaie de faire des effets de style ou de créer des effets d'ironie, tout est pris au premier degré par le spectateur hypnotisé. Et par exemple, je me souviens une fois, j'avais proposé à un ami, c'était dans les premières expériences, c'est une expérience, on était, dans ce que je lui ai raconté, sous l'eau, c'était une expérience sous-marine, et donc je lui disais, j'improvisais, je lui disais, tu vois, je sais pas quoi, des poissons, des baleines, des coraux, Et puis après, quand il s'est réveillé, qu'il m'a raconté son rêve, il me disait, c'était vraiment étrange, parce qu'il y avait tous ces poissons, ces crabes, ces baleines, et puis il y avait des estampes de coraux, du peintre Corot, qui était là au milieu, qui flottait dans l'eau. Et donc, c'est pour dire que, et il comprenait même pas d'où ça venait. Et notre exemple que je peux donner du même type, c'était, alors là, ce que je proposais, c'était à notre ami, je lui proposais une visite de musée dans laquelle il y avait des œuvres d'art vivantes. Et je lui disais, à un moment, je lui parlais d'une, je lui disais une sirène. Je lui expliquais parce que ça venait d'une... Bon bref, je ne veux pas vous raconter toute l'histoire, mais il y avait à un moment une sirène et je lui disais, c'est une sirène qui chante, comme dans Ulysse, quoi. Et j'étais curieux de savoir comment il allait imaginer le chant de la sirène. Et donc, une fois réveillé, il me raconte, il me dit, ah oui, ça y est, j'arrive dans cette salle, et puis il y avait une sirène qui était là, et puis elle chantait, et je dis, ah, j'étais très... il me dit, elle avait un chant très très bizarre, elle faisait... Et en fait, ce qu'il me faisait, c'était le son de la sirène d'alarme. Justement... Et il ne voyait pas du tout, au moment où il me le faisait, il ne se rendait pas du tout compte, en fait, de la manière dont son cerveau avait créé le rapport. Et donc moi j'ai éclaté rire parce que moi je voyais tout de suite le rapport entre la sirène, la femme poisson et la sirène d'alarme, mais lui au moment où il me le racontait, et donc c'est ça qui est... Est-ce que c'est ces associations d'idées, ces lapsus qui vont intéresser autant les surréalistes? Parce que là on arrive aussi à un moment historique très fort, c'est-à-dire que les futuristes vont utiliser l'hypnose, mais ceux que l'histoire de l'art va essentiellement retenir, ce sont les surréalistes, et André Breton qui lui-même était médecin, donc ou qui avait fait des études de médecine. Donc Pascal Rousseau, là, comment ça s'articule avec les surréalistes? Je pense que l'hypnose a véritablement son heure de gloire. Le surréalisme est né dans l'hypnose, ça c'est très très clair. Hein. C'est-à-dire que le manifeste de Breton date de 24, hein, mais il a été préparé par 2 ans en fait, et ces 2 ans c'est l'arrivée automne 1921, printemps 1922, des premières expériences de collectivisation en quelque sorte de la pratique artistique dans les sommeils hypnotiques. Donc c'est Desnos en premier lieu, et on voit ici donc un dessin réalisé sous hypnose par Desnos. Là, ce qui est important, on le voit bien, c'est vraiment l'exploration de l'inconscient comme porte d'ouverture justement à une création, et on évoquait les lapsus, les déplacements d'images, de mots, c'est ce que l'on retrouve, mais dans exactement ces rébus visuels que sont les dessins réalisés sous hypnose par Desnos. Donc là, on a vraiment un moment important, qui est un moment intéressant justement parce qu'on retrouve exactement en fait l'idée qui était soulevée là, hein, du paradoxe de qu'est-ce que vient faire l'hypnose avec justement son pan régressif dans la modernité. Le surréalisme, ça c'est très clair, il a un pied, et Breton était médecin, tu viens de le rappeler, est un pied dans une exploration assez rationnelle en quelque sorte de l'inconscient, mais aussi, ça c'est clair, essaie d'explorer des parts qui sont un tout petit peu plus obscures, on va dire cela. Et tout a consisté dans le surréalisme, ça c'est très clair, à essayer de rester dans cet entre-deux. Parce que c'est précisément dans cet entre-deux que la créativité, justement du rapprochement entre un objet et un autre, pourra être la plus évidemment créative, ça c'est clair. Il y avait même des sommeils orchestrés, je crois, de nombreuses séances qui étaient organisées par les surréalistes, hein, c'est bien cela? Oui, alors c'est un moment qui n'a pas duré si longtemps que cela. Donc là, je crois que dans le livre, je crois que
j'espère être allé le plus loin possible dans l'analyse très concrète en fait de ces pratiques qui en fait vont assez vite tourner mal, il faut quand même le dire, s'hystériser, j'ai envie de dire, et c'est pas pour rien qu'il regardait Charcot. Il y a dans la littérature surréaliste des hommages nombreux qui sont faits à la Salpêtrière, et donc ces regroupements vont s'hystériser. Breton raconte que Éluard est poursuivi je ne sais plus si c'est Éluard, Desnos, l'un veut poursuit au couteau, il y a des séances, des tentatives de suicide, la mort est omniprésente, et donc très très vite on sent la dimension morbide, on peut le dire même d'ailleurs, de ces pratiques, et donc Breton va d'ailleurs mettre le holà sur cela. Desnos lui continuera, mais on peut dire quand même, ça c'est très très clair, que le surréalisme est né vraiment dans cette pratique, et je crois que il est l'exemple même justement du paradoxe de cette modernité face à la rationalité. Parce que les surréalistes, c'est très clair, on sortait de la Première Guerre mondiale, la rationalité n'était pas si, en définitive, positive que cela, pouvait déborder elle-même dans sa propre justement morbidité, et donc là il y avait aussi la nécessité de chercher des débordements, ça c'est clair, et l'hypnose aura été un outil important de cela, même si à nouveau tout cela est un moment à la fois précis et assez rapide en définitive. Tout ça va s'essouffler, comme l'histoire elle-même d'ailleurs de l'intérêt des médecins pour l'hypnose. Et comment alors, après la Seconde Guerre mondiale, là, donc, après l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, l'hypnose va-t-elle se renouveler? Elle va aussi beaucoup résonner aux États-Unis. Vous en parliez tout à l'heure, Pascal, et là, elle va ensuite. Comment tout ça va se mettre en place entre Op Art, je sais que j'accélère un petit peu, mais c'est parce que le temps a passé vite. Non, ce qui est important, effectivement, c'est de voir combien... Alors, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le temps des crises, qui est celui, évidemment, de la montée des régimes autoritaires, des fascismes et autres, a été le temps, ça c'est clair, de la révélation d'une hypnose envoûtante et malfaisante, incarnée par le cinéma expressionniste, Dr Mabuse devenant Hitler, Krakauer aura beaucoup réfléchi sur la question. Donc on sort effectivement de ce nouveau trauma de la guerre, qui n'est pas simplement une critique de la rationalité technique, mais qui est aussi précisément une critique de l'envoûtement hypnotique. Donc il s'agissait précisément de pouvoir libérer l'hypnose de cet ascendant que je vais appeler le dark side de l'hypnose, celui de la manipulation psychique. Et donc certains auteurs vont contribuer à cela. Le plus connu, le plus, j'ai envie de dire, visible dans l'histoire justement de l'hypnotisme et de l'hypnose thérapeutique, c'est Milton Erickson. Nous sommes là vraiment à la toute sortie de la Seconde Guerre mondiale. Milton Erickson avait contribué dans des agences gouvernementales à travailler sur les traumas des soldats et va tout de suite, effectivement, redéployer l'hypnose comme un moyen de libération. Et une des façons de le faire aura été précisément de sortir de la relation d'autorité. Donc, par exemple, chez Milton Erickson, ça se traduisait par la volonté, par exemple, de jouer des rôles, d'inverser les rôles entre le thérapeute et le patient et autres, pour justement déréguler cette question de l'emprise de l'un sur l'autre, de ce transfert qui serait impossible selon Freud, parce que Freud justement avait refusé tout cela à cause de l'emprise presque, alors disait-il, lui, amoureuse dans la fascination hypnotique. Donc Milton Erickson va en quelque sorte dépoussiérer tout cela et contribuer justement à essayer d'aborder en quelque sorte le processus thérapeutique de l'hypnose d'une manière beaucoup moins autoritaire et ouvrir justement à de nouvelles approches qui en France par exemple ont été revalorisées par le travail immense de Léon Chertok, qui au sein de la psychanalyse justement va vouloir réhabiliter l'hypnose, qui était un travail lourd et complexe. Michael Borg-Jacobsen sait ce qu'il en est, puisqu'il a été l'un des grands promoteurs aussi à travailler l'arrière-plan hypnotique de la psychanalyse, pour essayer de montrer que la psychanalyse n'avait pas éteint l'hypnose, mais au contraire avait tout intérêt à la réhabiliter. Et puis ça donnait les travaux de François Roustan, par exemple, en France, qui est vraiment celui qui a écrit, pratiqué justement ces nouvelles hypnoses. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi est-ce que cette inflexion, au sein même de la réflexion sur l'outil thérapeutique de l'hypnose,
a pu avoir comme incidence dans les pratiques artistiques elles-mêmes, qui ont accompagné cette affaire, tout en reconduisant à la fois des formes autoritaires, de fascination, d'hypnose, d'emprise, bien évidemment, mais aussi en essayant d'explorer l'envers de cela, les contre-cultures, bien évidemment, et toute la partie psychédélique est là-dedans, bien évidemment. Les contre-cultures sont engagées dans cette réflexion pour justement débarrasser, en quelque sorte, la fascination, l'emprise de ce système autoritaire. Donc on était en train de parler de l'influence sur la contre-culture, sur l'op art, ça a été aussi très important. Est-ce que vous avez encore quelques mots, quelques images pour nos regardeurs? Oui, qu'on puisse éventuellement terminer sur un petit film. Je pense que donc ce petit film est un petit film qui a été réalisé à l'occasion justement de l'exposition de Nantes. On n'a pas beaucoup parlé de l'exposition. Alors il y a une très belle exposition à Nantes, même si elle est difficilement visible. On espère que ça va réouvrir. Vous pouvez nous dire quelques mots. C'est une expo en 2 temps et qui est, je pense, justement dans son dispositif déjà assez intéressante par rapport à ce qu'est l'hypnose et ce que fait l'hypnose à l'art. Il y a une partie historique, 500 mètres carrés, avec donc un cheminement en enfilade chronologique. On part de Mesmer, on termine avec les pratiques contemporaines. Et puis ensuite, les spectateurs sont invités à aller dans un lieu qui est plutôt connu pour les Nantais comme un lieu d'art immersif ou d'art multimédia, qui est la chapelle de l'Oratoire, dans lequel donc l'artiste Tony Horsler a en quelque sorte synthétisé cette histoire en essayant de la commuter différemment. Et ça, c'est une commande, c'est une Pascal. Voilà. Oui, l'œuvre est entièrement nouvelle, mais de part en part, c'est un projet assez important. Et alors là, j'ai envie de dire, c'est le désavantage du confinement, puisque Tony Horsler, qui avait un gros projet, elle va ouvrir le 23 une grande rétrospective à Taïwan. Évidemment, toutes les échéances ont été repoussées. Joris en sait quelque chose avec le festival d'automne. Et donc, Tony Horsler s'est retrouvé entièrement libre, j'ai envie de dire, pour se consacrer à ce projet. Et donc, l'installation dans laquelle qu'il nous propose est une installation justement qui met à la fois l'écran de l'iPhone avec Mesmer, dialoguant avec les hystériques de Charcot et autres, et tout commute, ce qui est important pour essayer de voir en fait comment on peut lire ce que je fais dans le livre, cette histoire de manière chronologique, mais aussi on peut, ce qui est important, entièrement la redistribuer avec ce qu'est aujourd'hui l'expérience effectivement permanente, on peut le dire, de l'hypnose, les écrans et autres. Alors j'ai ici un petit film. Et je pense qu'on peut terminer par cela, c'est même une petite cerise sur le gâteau, puisque je crois qu'il n'a jamais été encore présenté. C'est une belle aventure aussi de cette exposition. L'artiste nantais Pierrick Sorin, qui est un vidéaste, est venu en fait filmer donc la pièce de Tony Horsler. Et donc voici la vidéo qui est une pièce originale de Pierrick Sorin. What do you think? Dernière action. Vous êtes à lui. Vous devenez l'action. Vous êtes à lui. You know, this is a model based on the cartoon of Flint. Délicieux.
Les esprits font ensemble. Les esprits font ensemble. Qui contrôle la caméra? Qui contrôle la caméra? Quel régime? Êtes-vous? Eh bien voilà le film que vous pouvez, plutôt l'installation immersive que vous pourrez voir dans la chapelle de l'Oratoire pour la très belle exposition de Pascal Rousseau, donc au musée d'art de Nantes et à la chapelle. Et puis nous remercions Pascal et Joris d'avoir bien voulu dialoguer avec nous dans l'amphithéâtre d'honneur des Beaux-Arts de Paris à l'occasion de la sortie de ce livre Hypnose qui a été coédité, je crois, par le musée d'art de Nantes et les éditions des Beaux-Arts. Et je tiens à remercier donc Pascal Le Torel, Jean de Loisy, le directeur, qui ont été extrêmement aidants dans ce projet. On a là effectivement un ouvrage qui m'a permis un tout petit peu de développer la question. Donc ça a été une très très belle aventure et je remercie le service des éditions d'avoir aidé entièrement, vraiment piloté aussi tout ce projet éditorial. Belle soirée à tous.